Maïssa Mayakor Diouf, directeur général société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine di également membre ci task force républicaine bu APR. bëggoon ñëwaat ci discours du président Macky Sall. ma bëggoon ci jukki rek benn ponk bu ma jàpp ne am na solo pour suñu génération mais également pour les générations futures mooy la question de la mobilité urbaine à Dakar. may rappeler rek ne selon la Banque mondiale embouteillage yi dinañu jural ci perte lu toll ci 108 milliards par an loolu mooy benn. deuxièmement ñun ñëpp gis nañu Dakar zone économique la maanaam nit ñi dañ fiy ñëw pour di am donc loolu su day dem dëkk dikk bi yombul daanaka day métti ci askan bi. vision mooy tax nga andi ay programmes yu am solo de mobilité lu ci mel ni train express régional ak BRT. may rappeler ne train express régional bi par jour lu toll ci 115 000 personnes dañ déplacé wu ci train la boo xamante ne day traverser tout Dakar. BRT bi également dina jóge Guédiawaye dem centre ville foofu yëpp muy traversé bu ci nekk dina développer économie locale. di wax rek ne président Macky Sall mu ngi bàyyi xel génération future yi nga xamante ne ñoom ñoo war a dëkk Dakar ak li ko wër. ma bëggoon profiter également ci occasion bi pour souhaiter mes meilleurs vœux au peuple sénégalais dans son ensemble. hi maman ginnaaw bi neex na de. ñamal xool. ku bëgg lu baax kaay fii Jollof Chicken moo neex ku bëgg lu baax kaay fii Jollof Chicken moo neex Sénégal ma pare ngeen Jollof Chicken yegsi na saf na nooy na neex na benn la fi amul morom ku bëgg lu baax kaay fii Jollof Chicken moo neex ku bëgg lu baax kaay fii Jollof Chicken moo neex ginaar boppa mu seddon liwaat sell na Jollof Chicken ak neex ñamal seet bii suñu bos la dama ne mosal seet Jollof Chicken ak croustillant te neex commandel rek ñu livré la. Avec un Xbet. Et vous? Il gagne avec un Xbet. Et vous? Il gagne avec un Xbet. Et vous? Il gagne avec un Xbet. Et vous? Un Xbet. Bookmaker Company. de famille tànnal Sénégal ci taaram ak restaurant yeeg hôtel yi gën a mag te gën a taaru ci mim réew ci Cap Skirring Saint-Louis Saly wala Ndakaaru ci ay njëg yu amul fenn ak ay offre spéciale ak promotion ci sunu gamme de prestations yëpp nag moo xam li nga bëgg ci sa biir xol ak li tolloog sa poche ak ASPT ak i partenaire am jëndal léegi consommel saa yu la neexee te nga profité itam ci sunu formule bi nga xam ne moo gën ci yow li ngay xaar ci mim réew téléphone 32 824 10 10 wala www.tamusenegal.com. Bonsoir à tous et bienvenue. Votre émission 7 politique reçoit ce soir Moustapha Gueye. Moustapha Gueye est juriste, responsable politique, membre de la task force républicaine et directeur du centre régional des œuvres universitaires et sociales de Bambey. Bonsoir Moustapha, c'est un plaisir de vous recevoir. Bonsoir à vos téléspectateurs. Et je vous souhaite une très bonne année à vos téléspectateurs. Merci beaucoup Moustapha Gueye. Le 31 décembre dernier, le président Sall s'est adressé à son peuple. Dites-nous quels sont les points qui ont le plus attiré votre attention.
C'était un discours très rassurant et d'emblée je voudrais commencer par féliciter le président de la République parce qu'en véritable homme d'État, il a vraiment passé en revue toutes les réalisations de son régime, de son gouvernement depuis le début de son mandat. En plus de cela, nous avons pu noter un fort désir d'avenir dans la mesure où il s'est projeté dans le temps des années à venir jusqu'en 2035. Donc j'ai noté le désir d'avenir, j'ai noté également le bilan qui a été fait à mi-parcours et c'est vraiment très satisfaisant. Ce qui m'a le plus marqué dans son discours, c'est la liaison très forte qu'il n'a pas arrêté de faire tout au long du discours d'ailleurs, entre les infrastructures et l'émergence d'un pays. C'est très important et je pense que c'est l'un des pans très importants du programme Liggéeyal Ëllëg, n'est-ce pas, décliné à travers le PAP 1, le PAP 2, qu'il a présenté aux Sénégalais depuis le début de la pandémie. À cela s'ajoutent également les efforts très importants qui ont été faits et par lui et par son gouvernement pour contrer la pandémie Covid-19. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le classement de US Today qui est sorti récemment, le Sénégal est classé premier sur le continent africain et deuxième dans le monde. Cela, ça traduit vraiment la vision, n'est-ce pas, très importante du président de la République qui, à la fin, a fini par payer. D'ores et déjà, on peut noter ces deux points-là. Et puis, il y a également les efforts qui ont été faits dans le domaine de l'agriculture. Nous sommes passés, vous le savez très bien, de 500 000 tonnes d'arachide. Aujourd'hui, on est à 1 800 000 tonnes d'arachide. C'est très important. Actuellement, on est à 3 800 000 pour les céréales. Là également, ça traduit la pertinence de la politique, de la vision du président de la République. Donc, pour toutes ces raisons et pour toutes les autres que nous allons parler tout à l'heure, je voudrais d'emblée lui adresser toutes mes félicitations et puis encourager son gouvernement. Le président Macky Sall, concernant la santé, a promis une amélioration de la situation des malades du rein et du cancer. De vieilles promesses déjà entendues depuis plusieurs années selon certaines personnes qui n'ont pas trop approuvé sa déclaration le 31 décembre dernier. Oui, disons, ça c'est un point du programme dédié à la santé. Il a parlé du centre d'oncologie à construire à Diamniadio, mais tout ça doit être remis dans son contexte, dans le contexte de la politique sanitaire, de la politique hospitalière proposée par Monsieur le Président de la République. Et si nous regardons la politique sanitaire, nous voyons qu'il y a des efforts quand même importants. Prenons l'exemple des centres de traitement des épidémies. Avant le Covid, on était à un centre. Aujourd'hui, on est à 52 centres. Et là également, ça prouve une fois de plus la pertinence du programme de résilience qu'il a proposé au peuple sénégalais. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas prendre les éléments isolément, il faut les mettre dans le cadre, il faut les mettre dans le contexte, il faut le mettre dans le document, pour ne pas dire dans la politique générale, n'est-ce pas, définie par Monsieur le Président de la République. Pour ce qui est du programme de résilience, du plan de résilience, plusieurs milliards ont été mobilisés destinés aux ménages avec l'achat de denrées alimentaires, mais aussi la prise en charge de factures. Seulement, plusieurs mois passent, mais les mois passent, mais les Sénégalais attendent toujours le bilan de cette gestion. Aujourd'hui, il n'y a pas de responsable, il n'y a pas à savoir comment est-ce que cet argent a été dépensé. Est-ce que les ménages sélectionnés ont tous reçu ce qu'ils devaient recevoir? Mais parfaitement. Vous voyez, en fait, il faut plutôt dire que nous n'avons pas jugé utile de répondre à la provocation parce qu'il y a, disons, certains opposants qui passent leur temps à s'attaquer aux fantômes de leur imagination en réclamant des comptes là où ils n'existent pas. Je pense que nous vivons finalement dans un contexte très difficile, extrêmement difficile. Je pense qu'il serait beaucoup plus judicieux quand même pour un homme politique de saluer les efforts que nous avons faits dans la gestion de ce Covid-là, d'autant plus que, je le disais tout à l'heure, nous sommes vraiment dans le peloton de tête des pays qui ont le plus et le mieux réussi la gestion de ce Covid-là. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que le gouvernement a sorti un document. Et dans ce document-là, nous avons vraiment structuré toutes les dépenses que nous avons faites dans le cadre de la gestion de la Covid. Donc, très simplement, ce sont les opposants vraiment en perte de vitesse qui soulignent vraiment cette impertinence à dire que finalement, il n'y a pas de compte qui a été présenté. Je signale autre chose, c'est que la pandémie n'est pas encore finie. Nous sommes toujours dans le train de cette maladie-là et nous devons continuer à déployer tous les efforts
pour effectivement vaincre d'une manière définitive. La pandémie n'est pas finie, mais nous avons dépassé l'étape de la résilience. Là, on parle de relance. Donc, étape par étape, est-ce qu'il ne serait pas mieux de fouiller cette gestion entre guillemets avant de passer à autre chose? Le temps des accusations n'est pas encore venu. Actuellement, nous devons être dans le temps de l'action, dans le temps de la lutte, comme nous sommes en train de le faire, contre la pandémie, dans le temps du respect des mesures d'ordre politique qui sont définies par le gouvernement. Juste une parenthèse, le ministre Mansour Faye a certes changé de département, mais il reste dans le gouvernement. Certains dénoncent cette implication des membres de la famille présidée, des membres des proches du président dans les affaires de la cité. Avant, on parlait d'Aliou Sall, aujourd'hui il est un peu à l'écart, mais il y a Mansour Faye qui occupe un peu la une des médias. Et voilà, le président Sall est souvent attaqué à travers son beau-frère. Mansour Faye représente quelque chose dans ce pays-là. Ce n'est pas une personne qui a été créée et ex nihilo. C'est un homme politique, et je vous le rappelle, qui a gagné quand même des élections locales. Oui. C'est le maire de Saint-Louis. Et à ce titre-là, il mérite d'être représenté. Disons que Saint-Louis même mérite, à travers la personne de Mansour Faye, qui est le maire de Saint-Louis, représenté dans son gouvernement. Donc, encore une fois, je pense que c'est vraiment les brebis galeuses qui parlent encore, disons, de cette petite histoire. Mais les Sénégalais ne sont pas... Ce qui intéresse les Sénégalais, ce sont les questions qui sont liées à la pandémie, ce sont les questions qui sont liées à l'économie, ce sont les questions qui sont liées à l'éducation, à l'enseignement supérieur. Et c'était véritablement le sens du discours et de la grande interview de Monsieur le Président. Avant de passer aux questions liées à l'économie, une dernière question sur la prise en charge sanitaire de la pandémie de Covid-19. Le Sénégal s'en est bien sorti lors de la première vague. On semble même maîtriser la maladie, mais aujourd'hui on constate que les cas augmentent, reviennent, et on enregistre beaucoup de pertes en vie humaine. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? C'est une pandémie et ce n'est pas seulement le Sénégal qui est concerné, c'est tous les pays du monde qui sont concernés. C'est une maladie avec une dimension mondiale. Ce n'est pas que la pandémie, disons, reprend du poil de la bête au Sénégal, c'est le monde qui est concerné. Je pense qu'il est temps qu'on revienne au respect des gestes barrières, à la distanciation sociale, à l'utilisation des gels hydroalcooliques et puis au respect surtout des politiques d'ordre public qui sont définies par le gouvernement. Il y a eu relâchement, il est temps qu'on resserre et qu'on se mette dans les rangs. Par rapport au respect des mesures barrières, vous avez sans doute constaté que les Sénégalais ont baissé les bras depuis assez longtemps. Peut-être c'est une des causes de ce qui se passe maintenant. Maintenant, on craint l'instauration d'un autre état d'urgence avec le couvre-feu qui avait un peu bloquer l'économie du pays. Aujourd'hui, le président a les dispositions nécessaires pour réactiver ce couvre-feu et cet état d'urgence. Est-ce que ce serait la solution si la maladie continue à augmenter? Il ne m'appartient pas de répondre à cette question. Il y a des compétences qui relèvent du président de la République. Je vous fais remarquer que c'est lui qui bénéficie de l'onction populaire. Mon avis, je viens de vous le donner. Respect des mesures barrières, respect des politiques d'ordre public qui sont définies. Si vraiment la situation devrait exiger que le président de la République, son Excellence Macky Sall, prenne de telles mesures, je pense que sa main ne tremblera pas. D'accord. Autre point évoqué par le président, la dette, le niveau d'endettement du pays, n'est-il pas inquiétant selon vous? Certains pensent que le Sénégal s'endette un peu trop. Convergence de l'UEMOA, on nous parle de 70%. Le président de la République l'a expliqué. Au niveau mondial, actuellement, certains pays comme les États-Unis ou la France sont à plus de 125%. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fait, il y a eu finalement, disons, une ségrégation vis-à-vis de l'Afrique. Et la Covid-19 nous l'a montré. Moi, je pense qu'il est temps, n'est-ce pas, de suivre le président de la République Macky Sall dans sa démarche et dans ses positions, parce que lui, il n'est pas, disons, adepte, disons, de la maîtrise, en tout cas au niveau de 70% du taux d'endettement. Nous sommes du même avis que lui. La dette doit servir à quelque chose, c'est pour construire des écoles, c'est pour faire des routes, c'est pour s'occuper de nos jeunes et de nos aînés. La dette sert à ça, une dette
qui sert à construire un pays ne doit pas faire peur. En tout cas, c'est le sentiment du président de la République et c'est le nôtre ce soir. Et par rapport au chantier engagé par le président de la République, certains pensent que on devait penser à d'autres priorités. Par exemple, relever le plateau médical, construire d'autres hôpitaux et des écoles. Mais certains continuent toujours à critiquer des chantiers comme le TER, le bus transit, rapide transit peut-être est mieux accepté que le TER qui ne parvient toujours pas à rouler. Ben moi je vous dis que la différence entre eux et le président de la République, entre nous et le président de la République, c'est que c'est lui qui bénéficie encore une fois de l'onction populaire. C'est à lui de faire ses choix. Tout à l'heure je vous disais que la liaison entre l'émergence d'un pays et les infrastructures de qualité, c'est un lien très fort. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'un pays ne peut pas finalement émerger, ne peut pas aller de l'avant sans des infrastructures de qualité. De la même manière que nous avons investi sous la haute autorité de Monsieur le Président de la République. Nous avons investi dans les routes, nous avons investi dans les autoponts, nous avons investi dans le social avec la CMU, nous pouvons revenir sur le programme 535, nous avons investi également dans les hôpitaux avec... très bientôt d'ailleurs, nous allons réceptionner les hôpitaux de Kédougou, de Kolda, de Sédhiou, mais également de Touba et de Diamniadio. Donc moi je pense que c'est... Vous avez aussi construit le centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio qui ne sert presque à rien du tout. Absolument pas, absolument pas. Je pense qu'un pays quand même, il a besoin de toutes les infrastructures qui doivent quand même lui assurer un respect au niveau mondial. Et ce centre Abdou Diouf là, le pays en avait besoin. Moustapha Gueye, aujourd'hui on parle de relance. Le président compte beaucoup sur l'agriculture. Cette année, on a vu qu'à travers sa tournée économique, il s'était félicité des perspectives de production, ce que l'avenir a confirmé, parce que dernièrement on a annoncé une production record d'arachide de plus d'1,8 million tonnes. Mais l'opposition doute de ces chiffres. Aujourd'hui, est-ce que vous, avec ce que vous avez pu voir et l'hivernage qui nous a été favorable, le Sénégal a pu produire une telle quantité de récoltes en termes d'arachide? Une opposition, là où j'attends l'opposition, elle n'y est jamais. C'est le fait de discuter des idées, le fait de faire des propositions en matière de programme, le fait, disons, de montrer une autre voie, en tout cas différente de la nôtre. Et l'opposition n'est jamais dans ça. Les chiffres que nous avons, nous ne les avons pas inventés. Nous sommes un État démocratique avec des institutions. Nous avons des organismes qui sont spécialisés, en tout cas, dans la production de chiffres. Et parmi ces structures-là, nous pouvons citer l'ANSD. Ces chiffres que nous avons sortis sont des chiffres de l'ANSD. Pour dire quoi? Pour dire qu'on n'a rien inventé. 500 000 tonnes, on est passé à 1,8 million pour l'arachide, bien entendu. L'opposition ne va pas être contente parce que cette opposition-là, en tout cas, parmi elles, parmi les partis d'opposition, il y en avait qui étaient dans le pouvoir. Disons qu'ils n'ont pas réussi à amener ce chiffre-là, 1,8 million. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 3,8 millions tonnes de production céréalière. Riz, mil, maïs. Ce qui satisfait la demande à 85% selon le président de la République. Absolument, 95% de nos besoins sont couverts. 95%. Donc ça, c'est vraiment une grande satisfaction pour le gouvernement. C'est une grande satisfaction pour notre association politique. Et cela doit être également une grande satisfaction pour les Sénégalais. En tout cas, les paysans, ceux qui sont dans ce segment-là, ils sont très satisfaits de ces productions records. On a parlé de l'agriculture, on a parlé des infrastructures. Sur quel autre levier, selon vous, le Sénégal devrait s'appuyer pour mieux prendre en charge cette relance et pour mieux être dans cette relance, voilà, et satisfaire les Sénégalais peut-être dans un long terme? Les infrastructures, on en a parlé, très important. Je donne souvent l'exemple de ma localité, Diourbel. À côté de Diourbel, il y a une commune qui s'appelle Touré-Monde. Et disons qu'à Touré-Monde, il n'y a jamais eu d'activités économiques parce que tout simplement, la route ne passait pas par là-bas. Et depuis que la route de Touré-Monde est desservie par l'autoroute Ila Touba, il y a beaucoup de jeunes qui vont s'implanter là-bas pour des activités agricoles. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Cette liaison dont je parlais tout à l'heure, elle est vraiment, on peut la vérifier avec la ville, la commune de Touré-Monde. Mais après, le président l'a dit, il faut continuer la formation parce que c'est à la jeunesse de reprendre les rênes. Et une jeunesse qui n'est pas formée ne pourra pas bien prendre ces rênes-là. Il faut continuer les efforts dans la production d'électricité.
En 2012, on était à 500 MW. Aujourd'hui, on a augmenté 1000 MW sur la production d'électricité. On est à 1500. Donc voilà, c'est de ça dont il s'agit. Les efforts sont à faire dans, disons, dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, et c'est ce que fait actuellement. Et c'est ce qui est important, c'est ce que fait le gouvernement du président Macky Sall. Vous avez parlé des jeunes, justement, en parlant des jeunes, la demande d'emploi est encore très forte. Et là également, il y a un programme. Même si elle est très forte, l'objectif a été atteint. Ne serait-ce qu'avec l'agriculture quand même. Combien de jeunes travaillent dans le segment de l'agriculture? C'est des milliers et des milliers de jeunes. Le président a parlé d'auto-emploi, de l'entrepreneuriat. Vous avez vu tous les efforts qui sont faits par l'ADR, 500 000 emplois qui sont offerts aux jeunes. Ce sont des chiffres qui sont là et ce sont des personnes qu'on peut trouver. Donc voilà, les efforts, ils sont en train d'être faits et c'est le plus important. Vous me donnez des chiffres. Seulement, les Sénégalais, sur la base d'un constat sur le terrain, ne parviennent pas à voir se matérialiser tout ce que vous nous donnez comme résultat. Il suffit de sortir et d'observer voilà, la difficulté des Sénégalais, de certains ménages, des jeunes. Vous savez, quand on vous parle d'infrastructures, c'est des choses qui existent. Vous-même, vous sortez à Dakar ou ailleurs, vous voyez les infrastructures. Cette liaison dont je parlais... N'est-ce pas ça le problème, ces infrastructures à Dakar et non ailleurs? Et non ailleurs plutôt. Absolument pas. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de Tourémonde. Je peux vous en donner d'autres également. Absolument pas. Ce sont des choses qui existent, qui sont là. Disons qu'il faut des conditions pour arriver, disons, à cette situation voulue finalement par tous les Sénégalais. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Sur la question des difficultés des Sénégalais, je vous ai tout à l'heure dit que vous nous parlez d'objectifs qui a été atteint lors du premier septennat avec plus de 500 000 emplois selon vos chiffres. Mais ça n'a pas empêché à certains jeunes de s'exiler, entre guillemets, de vouloir quitter le pays à tout prix. Là, vous nous parlez d'institutions de financement, d'institutions qui permettraient aux jeunes peut-être de s'en sortir ici au Sénégal. Mais sur la base d'un constat fait par plusieurs Sénégalais, par plusieurs ménages, par plusieurs personnes interrogées, on ne sent pas voilà, cette politique d'emploi que l'État a mise en place pour permettre aux jeunes de s'en sortir ici au Sénégal. Je pense que vous ne rencontrez pas les mêmes jeunes que nous rencontrons. Nous sommes des hommes de terrain. Je suis rarement à Dakar, une fois par semaine, sinon le reste du temps, je suis entre Bambey et Diourbel. Je rencontre énormément de jeunes et ce n'est pas le langage que ces jeunes-là me tiennent. C'est un autre langage. Maintenant, par rapport au phénomène d'immigration irrégulière par la mer dont vous venez de parler, je vais juste vous donner des chiffres. Il y a, en 2012, on était à 130 000 personnes irrégulièrement qui voyagent par la mer, donc d'une manière irrégulière. Au pic de cette immigration irrégulière, on était à 30 000. Pourquoi alors cette diminution? C'est parce que justement, il y a des efforts considérables qui ont été faits par le président de la République et son gouvernement. Et ces efforts passent naturellement par l'ADER, ces efforts passent par l'ANTEJ, ces efforts passent par les programmes importants mis en œuvre par le ministère de la Jeunesse. Ces efforts passent par la vision du président de la République relayée par son gouvernement et les agences d'exécution. Donc oui, les efforts sont là, les résultats sont là et l'exemple de l'immigration dont vous avez parlé le montre parce que l'immigration, contrairement à ce que l'on pense, a fortement diminué en tout cas cette immigration irrégulière. Le président Macky Sall, qui a rencontré les journalistes le 31 décembre dernier, s'est également prononcé sur la question du mandat, la fameuse question. Seulement, sa réponse n'a pas varié selon certains, mais selon d'autres, il est plus dans cette logique de demander un troisième mandat aux Sénégalais. Vous en pensez quoi? Bon, déjà, moi, je fais juste une petite précision, parce que quand même, je suis un juriste, vous l'avez dit dans vos propos. Oui. Moi, je fais le distinguo entre candidature et mandat. Quand vous me dites qu'il va demander un troisième mandat, moi, je dis qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Maintenant, est-ce que le président de la République va être candidat pour une troisième fois? C'est la question que les gens se posent. Et par rapport à cette question, je suis dans un parti. Et dans un parti, c'est vrai, c'est la solidarité, mais c'est aussi la discipline. Le président de la République s'est prononcé très clairement sur cette question-là. L'année dernière, cette année, et entre-temps, comme il a dit, rien n'a changé. Donc, permettez-moi de ne pas aller plus loin
dans cette question. Alors juste, j'aimerais une petite précision avant de passer à autre chose. Quand vous dites qu'il n'y aura pas de troisième mandat, j'ai pas bien saisi le sens de vos propos. Je pense que les Sénégalais ont compris et j'aimerais bien me limiter à mes propos. D'accord, nous allons parler de l'actualité politique avec dernièrement cette campagne de collecte de fonds lancée par le parti PASTEF. Dites-nous, vous en pensez quoi? Ben écoutez, je pense que c'est un non-événement. C'est un non-événement. Qui a fait faire un communiqué au ministre à 2 h du matin. Vous savez, moi je suis un homme politique, je ne suis pas le ministre. Et en tant que juriste, vous l'avez dit tout à l'heure, je fais toujours la part des choses. Je fais la différence entre l'État et nous, les politiques. Moi, je ne suis pas l'État. Je ne suis pas l'État. Je pense que le ministre de l'Intérieur est un haut fonctionnaire, un technicien du droit, un magistrat de formation. Ce n'est pas un homme politique. Personne ne l'a déjà vu faire de la politique. Donc, pourquoi il a fait ce communiqué-là? Lui, il le sait. Et si vous l'invitez, il va répondre à cette question. Moi, en tant que politique, je ne peux pas me mêler de questions qui ne me regardent absolument pas. Bon, d'accord, je vais reformuler ma question autrement. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez du financement des partis politiques? Comment est-ce que les partis politiques devraient se financer selon vous? Bon, vous insistez, être financés. Vous insistez, je vais être un peu généreux, mais c'est vraiment en 2 mots. Je vais répondre à votre question en 2 mots. La question, et vraiment là, c'est la balle que je lance, parce que je me pose depuis ce matin effectivement une question, c'est est-ce que finalement, en faisant un appel de fonds, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Un appel de fonds au niveau national d'abord, et puis au niveau international. Et je ne serais pas d'ailleurs étonné pour le niveau national, parce que le ministère a communiqué pour le niveau international. Mais pour le niveau national, je ne serais pas étonné que le ministère des Finances fasse également un communiqué, parce que l'appel de fonds d'un parti politique pour l'épargne des concitoyens est réglementé. Moi, je considère que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment essayer de prendre l'épargne des Sénégalais, et ça c'est vraiment réglementé par la DMC, c'est réglementé par la DRS, c'est réglementé par le ministère des Finances. Maintenant, il ne faut pas exposer le pays au niveau international. Je pense que nous sommes soumis quand même à des menaces, et il n'est pas question quand même de mettre notre pays, disons de le vendanger, n'est-ce pas, à certaines menaces quand même multiformes. Je pense que c'est très dangereux. Il faut, s'il y a une réglementation en tout cas, veiller à l'application stricte de la loi et des règlements. S'il n'y en a pas, travailler à mettre en place une réglementation. Alors, pourtant, le financement des partis politiques est une question qui devrait être prise en charge avec la nouvelle constitution. On a même parlé de donner peut-être un statut et peut-être une somme d'argent aux responsables de l'opposition, peut-être considérés comme les leaders, comme le chef de l'opposition. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore tranché cette question. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour éviter, éviter ces financements illicites? Je n'ai pas bien saisi la question. En tout cas, comment est-ce que les partis politiques devraient s'organiser selon vous pour avoir les fonds nécessaires à leur survie? Ben, c'est une question qui est sur la table. C'est une question qui est sur la table. En tout cas, moi, je suis très heureux. Je suis très heureux de voir que le chef de l'opposition, M. Idrissa Seck, a rejoint la majorité. Mais c'est une question sur la table et puis il faut continuer la réflexion. Pourtant, on dit que le parti auquel vous appartenez, l'APR, a eu à faire la même démarche en 2009 en demandant même un appui ouvertement au président Omar Bongo, qui, je le rappelle ou signale, n'est pas sénégalais. Donc voilà, de l'argent qui a été peut-être donné à un opposant à l'époque. Il y a aussi l'affaire Lamine Diack avec tout ce qui a suivi comme actualité, son emprisonnement, son jugement et tout. Et on dit que voilà, il dit même qu'avec cet argent, il a aidé l'opposition de l'époque. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on devrait régler définitivement ce problème? Moi, je pense que l'opposition ne nous pardonne rien. Si effectivement les accusations dont vous parlez étaient vraies, je pense qu'elles seraient dans la presse depuis ce matin. Ce que j'ai vu dans la presse, c'est un président de la République, en tout cas un ancien opposant, qui magnifiait la prise en charge de notre parti par les militants eux-mêmes. C'est ce que j'ai vu dans la presse. Mais l'APR n'a jamais lancé un appel de fonds. Pourtant, un communiqué signé par le candidat Macky Sall,
opposant à l'époque et circule sur les réseaux sociaux depuis hier. Moi, je ne l'ai pas vu. Vous n'y croyez pas? Je ne l'ai pas vu. Donc, encore une fois, c'est vraiment un non-événement. Je pense qu'il est très dangereux, je vous l'ai dit, et je m'en arrête là, de livrer notre pays, notre démocratie à des menaces extérieures. C'est vraiment dangereux. Et au niveau interne également, la collecte d'épargne est réglementée. C'est tout ce que je peux dire par rapport à cette question-là. Dernièrement, plusieurs responsables de l'opposition ont rejoint la mouvance présidentielle. On pense au parti Rewmi d'Idrissa Seck, on pense au Suxali Sénégal de Oumar Sarr, Babacar Gaye et El Hadji Amadou Sall. Depuis lors, certains disent que voilà, le président Sall a montré son génie politique. Maintenant, la question que les gens se posent, qu'est-ce que tous ces leaders peuvent vous apporter concrètement, ou qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au Sénégal dans sa construction? Vous savez, la ressource la plus importante du Sénégal, de mon point de vue, c'est la paix. Et nous n'aurons jamais de paix aussi longtemps que la situation socio-politique sera tendue. Donc moi je vois que, pour dire quoi? Pour dire très simplement que le fait que certaines personnalités du champ politique qui étaient finalement dans l'opposition aient décidé d'accepter la main tendue du président de la République Macky Sall participe très simplement à l'apaisement du climat sociopolitique. Et c'est très important. Le président de la République l'a dit dans son discours, il y a point d'émergence, point de développement sans la paix. Donc cette paix-là, elle est à chercher partout. Et je pense qu'il continuera, monsieur le président de la République, à tendre la main à toutes les personnes, à toutes les compétences, parce que finalement, le Sénégal n'appartient pas seulement à la paix ni à la coalition Benno Bokk Yakaar. S'il y a des compétences ailleurs, il est important d'aller les chercher et de les associer à la gestion de la chose publique. Vous parlez de paix, pourtant c'est sous Macky Sall que des opposants ont été emprisonnés et empêchés même de participer à une élection présidentielle. Aujourd'hui aussi, ce Sénégal de paix dont vous me parlez, il y a le ministre de l'Intérieur qui, pas plus tard qu'avant-hier, a menacé de dissoudre un parti politique. Voilà, est-ce que ces actes, ces faits, ces menaces peuvent être considérés comme des actes Ça n'a absolument rien à voir. À ce que je sache, le président de la République n'est pas le patron ou bien n'est pas membre tout simplement du pouvoir judiciaire. Je pense que le pouvoir judiciaire doit faire son travail. S'il y a des gens à qui on reproche, disons, certaines infractions, entre guillemets, et que finalement des magistrats décident de les retenir dans les liens de la détention, on ne peut pas le reprocher au président de la République, c'est l'exécutif. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Le président de la République, il est connu... Et pour ce qui est du parrainage? Oui. Vous dites que le pouvoir judiciaire est assez indépendant, donc si les personnes ont été emprisonnées, on ne doit pas y voir la main du président de la République. Maintenant, le parrainage, peut-être c'est passé, mais c'est juste pour vous rappeler que voilà, des candidats ont été empêchés de participer à une élection présidentielle à cause de cette loi sur le parrainage. Alors là, je ne comprends absolument pas votre question. Je pense que vous avez posé la question, vous avez fait des commentaires et moi je prends acte, je prends note. Ok, dites-nous maintenant, dans un pays dit démocratique, dans un pays où les pouvoirs sont séparés, dans un pays où l'élection devrait départager les adversaires politiques, est-ce qu'il est normal d'imposer une loi telle que le parrainage? Mais le parrainage, j'ai vraiment du mal à vous comprendre parce que le parrainage, c'est juste un filtre pour voir les candidatures, pour distinguer les candidatures sérieuses et celles qui ne le sont pas. Donc vous pensez que des candidatures comme celle de Pape Diop et Aïssata Tall n'étaient pas sérieuses? Mais si les Sénégalais refusent... Les Sénégalais refusent de parrainer ces listes-là, en tout cas, si véritablement ils refusent très simplement de parrainer ces listes-là, la réponse... Pourtant, selon les observateurs, c'était pas, le problème ne venait pas du nombre de parrains, mais de la méthode peut-être posée pour vérifier ces signatures. Le commentaire, il est libre.
c'est pas un commentaire, c'est les observateurs qui ont dénoncé, voilà, la manière qui a permis d'écarter ces hommes politiques. Donc c'est juste pour vous dire que tout à l'heure vous me disiez que pour un Sénégal de paix, le président Sall a fait appel à toutes les forces vives pour travailler ensemble. C'est salutaire, mais dans un passé que les opposants, que le Sénégal n'ont pas encore oublié, voilà, c'est ce même régime qui a instauré le parrainage. Vous parlez d'observateurs. De quel observateur il s'agit? Les observateurs sénégalais qui ont siégé à la Cour, au Conseil constitutionnel, à la Cour suprême, je ne sais plus, mais qui au finish, ont fait savoir qu'ils avaient juste le moyen d'observer, mais que leur mot ne comptait pas. Maintenant, à la fin, ils ont sorti un communiqué pour dénoncer les irrégularités qu'ils ont remarquées. Moi, je ne connais pas ces observateurs-là. Je ne peux pas commenter des propos tenus par certains observateurs que je ne connais pas. Mais encore une fois, le parrainage, c'est un filtre. Il s'agit de voir les candidatures quand même qui sont sérieuses, qui méritent d'être financées par nos ressources, parce que n'oubliez pas, ça demande, ça mobilise beaucoup de moyens quand même de l'État. L'État qui est obligé de faire appel à des imprimeries, d'imprimer des cartes, de transporter, etc., etc. On ne va pas mettre autant d'argent quand même, financer des candidats qui sont là pour le plaisir d'être là. Mais les candidatures sérieuses, elles se sont présentées. Je parle du président de la République, je parle de M. Idrissa Seck, je parle de notre ami M. Ousmane Sonko, je parle de tant d'autres. Nous avons eu tellement de candidats. Mais excusez-moi, pour celles qui ne sont pas sérieuses, le filtre les retient. Donc si vous me dites, certains observateurs disent, alors que je ne les connais pas, moi je vous dis très simplement que le commentaire, il est libre. Parmi ces observateurs, il y a Valdiodio Ndiaye, il y a Moundiaye Cissé, il y en a plusieurs, hein. Peut-être que vous ne vous en rappelez pas ou vous ne voulez juste pas en parler, mais c'est pas grave, on va avancer. Je rappelle que vous êtes le directeur du CROUS de Bambey. Dites-nous comment se porte le centre que vous dirigez. Merci beaucoup pour cette dernière question qui est fort intéressante parce que cela nous permet un peu de parler de l'université Alioune Diop de Bambey. Le CROUS de Bambey est adossé à l'université Alioune Diop de Bambey par une loi de 2016 et nous avons en charge la gestion des étudiants sur les plans de l'hébergement, de la restauration, sur des plans de la couverture médicale et sur le plan des activités sportives et culturelles. Ben, ça se passe très bien. De temps en temps, il y a des remous, naturellement, à l'université Alioune Diop de Bambey, mais disons que ça va de mieux en mieux. Est-ce que vous disposez de moyens aujourd'hui pour bien améliorer la situation des étudiants à Dakar? On a vu que les différents directeurs qui se sont succédés à la tête du COUD ont eu à marquer de leur empreinte leur passage. Au niveau de votre université, comment ça se passe exactement? Oui, vous avez raison. On a eu à Dakar Dr Cheikh Omar Anne qui a dirigé le COUD. À la grande satisfaction de la communauté des étudiants. Nous avons eu notre frère Ablaye Sow qui est passé. Aussi. Et Abdoulaye Diouf Sarr également. Et actuellement, nous avons Sen, monsieur le maire Sen, qui est également maire de Malicounda et qui fait un travail remarquable au COUD. Je salue tout ce travail qui est fait au niveau du COUD de Dakar. Le CROUS, disons, a été créé pour tropicaliser. Parce qu'avant, le CROUS de Bambey était géré depuis Dakar. Avec la distance, le président de la République a jugé utile et nécessaire de tropicaliser les œuvres sociales. Donc, c'est la raison de l'existence du CROUS de Bambey. C'est l'université Alioune Diop de Bambey, c'est la seule université du Sénégal qui n'est pas implantée dans une capitale régionale. Nous sommes dans un département et c'est la raison pour laquelle le président de la République nous appuie subséquemment au niveau du budget. Donc il y a une prise en charge correcte de nos étudiants sur les 4 plans dont je viens de parler. Et pour ce qui est de la Covid-19 avec la rentrée, quelles sont les mesures qui ont été prises et peut-être un peu avec du recul, comment est-ce que vous voyez cette reprise? Est-ce que vous avez eu à déplorer, peut-être à enregistrer des manquements, à voir peut-être que la maladie, malgré les efforts fournis, continue à avancer? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau? Oui, nous touchons du bois à l'université Alioune Diop parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons aucun cas signalé. Au niveau national, nous avons un comité national donc de lutte contre la pandémie dirigé par le ministre de l'Intérieur. Et dans chaque capitale régionale, il y a un comité régional dirigé par le gouverneur. Au niveau des universités, il y a également un comité de lutte
contre la Covid-19, dans lequel le Crous de Bambey siège naturellement. Nous respectons les protocoles qui sont définis depuis le comité national, répercutés au niveau de l'Université Alioune Diop. Donc, respect de la distanciation sociale, utilisation des gels hydroalcooliques, distribution gratuite, bien entendu, de masques et des gels. Et en tout cas, approvisionnement de nos pharmacies, recrutement de personnel soignant et puis présence dans les centres de santé de personnel médical. Ce qui a fait que jusqu'à maintenant, en tout cas, nous touchons du bois, on n'a pas eu de problème. Et nous avons, en plus de ces efforts qui sont faits, l'accompagnement quand même des éléments de la Croix-Rouge qui sont au nombre de 50 et qui sont présents dans tous nos campus. Maintenant, toujours par rapport à cette question, on a constaté que avec l'apparition de la Covid-19, des restrictions ont été... voilà, il y a eu plusieurs restrictions et des rassemblements interdits. Aujourd'hui, certains pensent que c'est un peu paradoxal d'interdire les rassemblements et d'un autre côté, laisser les classes ouvertes. Un pays ce sacrifice, voilà, vaut-il la peine aujourd'hui? Parce que on ne peut pas arrêter d'apprendre aux gens. L'éducation dans un pays est très importante, donc, mais le risque est réel. Il est là selon plusieurs personnes. Le risque, il est là. Vous avez parfaitement raison. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas quand même, voilà, il ne faut pas empêcher le fonctionnement du pays. Je pense que si tout le monde fait ce qu'il a à faire en respectant la distanciation sociale et puis en utilisant les bons produits, je pense qu'on pourra finalement contenir cette pandémie. En tout cas, c'est ce que nous faisons à Bambey. Et jusqu'à date, jusqu'à maintenant, il n'y a aucun cas de déclaré. Maintenant, au niveau des établissements d'enseignement secondaire, au niveau des petites écoles, je pense qu'il faille quand même prendre le minimum de précautions. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est le moment de féliciter Monsieur le Président de la République et son gouvernement. Parce que vous le savez très bien, nous avons pu ouvrir les écoles dans des conditions sanitaires optimales. Nous avons pu organiser les examens également dans des conditions de santé, dans des conditions sécuritaires optimales. Moi, je pense que c'est un grand succès et ça mérite des félicitations et des encouragements. Une dernière question sur la task force républicaine dont vous faites partie. Dites-nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous différencie des autres organisations peut-être ou des autres cellules qui étaient déjà là pour l'APR, communiquer pour le président, montrer son bilan et communiquer sur ses actions. Aujourd'hui, quelle est la différence entre la task force républicaine et, par exemple, la convergence des cadres républicains, par exemple? Dans la task républicaine, il y a des militants de la CCR. Moi qui vous parle, je suis inscrit à la CCR et je suis membre de la task force républicaine. Nous avons des jeunes qui sont issus de la COJER. Nous avons également d'autres qui sont issus du maire, des organisations de femmes. La task a pour mission de réfléchir sur les politiques publiques. Elle a pour mission de porter la communication parfois du gouvernement, parce qu'il faut quand même informer juste, il faut lutter contre la désinformation et peut-être qu'à leur niveau, les ministres ont beaucoup de mal à le faire. Nous avons également pour mission de faire des propositions aux partis. Nous le faisons très bien à la grande satisfaction du président de la République et puis de nos frères et sœurs de l'APR. Vous êtes en coalition, parler au nom de l'APR seulement ne dérange pas les autres membres de la coalition? Les autres membres sont dans leur parti également. Ils ont des structures dans leur parti et pour le moment, nous sommes à l'APR. Mais demain, on pourra peut-être, s'il le faut, ouvrir cette task à d'autres formations politiques et à d'autres structures. Une manière de préparer 2024? Nous sommes dans le temps de l'action, dans le temps utile, comme dit Monsieur le Président de la République. Je pense que le temps est au travail. Nous avons bien entendu le maître mot travail et nous y sommes. Pour 2024, une dernière question. Un candidat de l'APR ou de Benno Bokk Yakaar? Quand je dis Benno Bokk Yakaar, c'est penser à un autre candidat, un candidat autre que, voilà, issu des rangs de l'APR. Parce que dernièrement, j'ai reçu un responsable du Parti Socialiste qui m'a soufflé à l'oreille qu'il était convenu qu'en 2024, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar ne devrait pas faire partie de l'APR. Moi, ce que je dis, c'est que le président Macky Sall est un homme de parole. Quand il vous donne sa parole, il faut la prendre. Vous avez vu que la coalition Benno Bokk Yakaar est la coalition qui a la durée de vie la plus longue dans l'histoire politique du Sénégal.
Parce que le gâteau est bien partagé. Nous sommes dans la coalition, nous y sommes, nous travaillons ensemble dans l'intérêt du Sénégal, sous la haute présidence de monsieur Macky Sall, et c'est le plus important. Le temps de l'action, 2024 est loin. En attendant, nous travaillons pour le Sénégal. Je pense que c'est le plus important. Merci beaucoup, Moustapha Gueye. C'était un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Voilà, c'est la fin de cette politique qui recevait, je le rappelle, Moustapha Gueye, juriste responsable politique, membre de la Task Force républicaine et directeur du Centre régional des œuvres universitaires et sociales de Bambey, de l'université Assane Diop, c'est ça? Alioune Diop de Bambey. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la 7TV. Au revoir.